Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci une fois de plus de nous rejoindre sur votre télévision avec ce nouveau numéro d'Opinion. Opinion qui sera aujourd'hui la continuité de ce que vous avez suivi le samedi dernier avec nos amis de l'UDPS. On n'avait pas terminé, nous avions parlé longuement sur le parti lui-même, nous avons parlé de soi-disant conflits entre guillemets entre Madame Marthe Tshisekedi et Albert Moleka, bref, de tout ce qui se passe dans la cour du chef. Vous avez suivi nos invités qui ont dit que de ce côté-là, il n'y avait pas de débat, parce que pour eux, il n'y avait rien, tout baigné dans l'huile au sein de l'UDPS. Nous avons abordé beaucoup d'aspects qui concernent la marche de l'UDPS, les ambitions de l'UDPS et son point de vue par rapport à toutes les tractations qui pointent à l'horizon. Et comme on n'avait pas terminé, juste quand nous avons voulu entamer la partie qui concerne les changements ou la modification de la Constitution, eh bien, le temps qui nous était imparti avait touché à sa fin. Et c'est pourquoi nous avions promis de revenir encore aujourd'hui, donc c'est une semaine après, pour continuer avec nos amis de l'UDPS que vous avez vraiment aimé, parce qu'à travers vos messages, vous avez aimé leur intervention. C'est pourquoi j'ai reçois encore le même qui sont passés le samedi prochain. En football, on dirait, on prend le même et on recommence. Je présente d'abord M. Bruno Chibangu Kabaji, qui est à ma droite. M. Bruno, bonsoir. Bonsoir, monsieur les grands journalistes. Oui, on vous a suivi le samedi dernier. C'est vrai, les autres nous ont pris en cours de vol. Si vous pouvez vous présenter, c'est vrai, vous vous appelez Bruno Chibangu Kabaji. Qu'est-ce que vous faites au sein du parti de Etienne Tshisekedi Ouamoulou? Je suis le vice-président fédéral de l'UDPS ici à Lubumbashi. Bien, à ma gauche, nous avons M. Bruno Chibangu, non, M. Pius Madjombo. Madjombo, il est secrétaire. Bon, en fait, M. Pius Madjombo, bonsoir. Bonsoir. Oui, comme vient de le faire M. Bruno Chibangu. Brièvement, qu'est-ce que vous faites au sein du parti? Oui, alors, moi, je suis secrétaire fédéral, chef de département, en charge des ligues et structures. Voilà. Donc, au sein de la fédération de Lubumbashi. Une semaine après, comment se passent les choses au niveau de l'UDPS de Lubumbashi ou l'UDPS Katanga? Les choses se passent très bien au niveau de l'UDPS Fédération de Lubumbashi. Et au niveau du sommet, comme nous l'avions dit l'autre fois, ça va encore très bien. Et nous avons tout simplement conclu, à partir de tout ce que nous avons dit la fois passée au sujet de Moleka, au sujet des tractations au sein de notre parti au niveau de la Cour, nous avons compris que c'est le pouvoir qui est en train de jouer sa carte. Mais pourquoi vous accusez toujours le pouvoir? Chez vous, si ça ne va pas, c'est toujours le pouvoir. Vous savez pourquoi nous le disons? Non, pour le pouvoir, le concurrent, les grands, qui peut le supplanter aujourd'hui, c'est l'UDPS. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour neutraliser l'UDPS? Il faut créer des petits conflits. C'est ainsi que vous constaterez que la famille Tshisekedi est dans cette affaire. Non, ce n'est pas lui, c'est Martin Tshisekedi qui n'est même pas de la famille. S'il vous plaît, je voudrais vous montrer quelque chose. Oui. Allons, Molo, j'ai demandé d'abord, est-ce que ça va? Vous avez dit oui, n'est-ce pas? Oui, c'est pourquoi je vous montre pourquoi ça vous aurez tout le temps. D'accord. Vous aurez tout le temps. Je crois que vous appuyez le secrétaire fédéral. Oui, justement, vice-président fédéral. Oui, je vais un peu aborder toujours dans le même sens que le président. Mais pas pour accuser d'abord le gouvernement. Non, je n'accuse personne. Moi, je donne juste l'aspect, la santé de l'UDPS au sein de la fédération de Lubumbashi. Je vous confirme qu'effectivement, nous sommes très bien portants. Lorsqu'il a dit, c'est-à-dire, nous sommes au niveau de la fédération, le samedi, donc, depuis une semaine, comme vous l'avez dit, nous avons tenu notre réunion, comme d'habitude, le samedi, qui a été présidée par le vice-président qui n'est pas là, qui est le vice-président à l'intérim, M. Mikobi, en présence aussi du vice-président, parce que c'est comme ça que ça fonctionne ici. Et le dimanche, toutes les activités étaient tout à fait normales dans toutes les sections. Nous avons dit que nous avons 14 sections qui fonctionnent convenablement ici à Lubumbashi, et toutes les structures fonctionnent convenablement. Il y a le TFP, qui est Tshisekedi for President, qui tient aussi ses réunions toujours. Il y a la COPOP, qui est une section juridique, c'est-à-dire une structure juridique composée des juristes.
qui aussi tient ses réunions convenablement. Et il y a aussi les parlementaires debout que vous avez évoqués la fois passée, qui continuent toujours à siéger. Les fameux. Non, les parlementaires debout. Les fameux, effectivement, parce que vous savez, les gens ne comprennent pas quand vous trouvez le groupe de jeunes gens se réunir en parlement debout. Ça signifie beaucoup parce qu'au sein de notre parti, notre lutte, c'est de voir d'abord la démocratie être ancrée dans la tête de tout le monde. Et c'est comme ça que tout le monde se rencontre pour discuter de toute la matière politique, pas seulement au sein du parti, de tout ce qui concerne la politique. Donc, le Parlement debout, c'est une éducation, c'est une école d'éducation politique. Mais la démocratie qui doit être ancrée dans notre République doit d'abord commencer dans à l'UDPS, parce que là, il n'y a pas de démocratie. Hein, parce que si vous voyez les gens qui partent là-bas, on sent que les gens sont étouffés. En fait, on en parlera. Hein. Commençons d'abord par la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est le décès du patriarche Bomboko Lokumba, que vous connaissez très bien. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que ça vous a fait comme ça, de perdre un grand monument comme Bomboko Lokumba. Ouais. Justin-Marie Bomboko. Justin-Marie Bomboko, comment vous avez appris la nouvelle? Avec beaucoup de tristesse. Nous compatissons avec toute sa famille. Et nous savons que Bomboko est parmi le père de l'indépendance. Il a beaucoup travaillé pour ce pays. Et si jamais il nous quittait comme il l'a fait, ce n'était pas de son propre gré. Dieu l'a... À 86 ans, bon... Oui, Dieu lui-même qui donne, c'est Dieu qui reprend. Et il lui a donné quand même 86 ans. C'est quand même quelque chose pour notre vie actuelle dans notre pays ici. Et vraiment, nous compatissons sérieusement avec sa famille biologique. Et notre pays doit reconnaître en cet homme beaucoup de patriotisme et doit reconnaître le travail qu'il a battu à côté d'autres pères de l'indépendance de notre pays. Vous savez, Bomboko à l'époque était parmi les universitaires, même s'il n'avait pas encore terminé. Et il était parmi les tout premiers qui n'avaient pas. Voilà, justement, oui. Mais bon, il a aidé sérieusement un peu plus que nous. Vous savez, à cette époque-là, et en 1960, il y avait trop peu de cadres universitaires. Mais les peu qui étaient là, ils ont aidé notre pays à conquérir l'indépendance. Un peu plus que nous, qui sommes à des millions, mais qui ne sommes pas à mesure d'asseoir la démocratie. Et vous allez constater que nous sommes toujours un peu, quand les uns viennent planter, les autres viennent enlever. C'est-à-dire toujours les mêmes universitaires. Nous voudrions les prendre comme un modèle d'intellectuels. C'est-à-dire de gens qui savent lire dans les choses, de gens qui savent porter leur jugement après ceux des autres. Et ce sont ces gens-là qui ont vu l'intérêt supérieur de notre pays et qui ont fait ce qu'ils ont fait devant les colonisateurs belges et sont parvenus à conquérir l'indépendance sans problème. Et personnellement, et même au nom du parti ici à Lubumbashi, nous reconnaissons le travail de cet homme à cette époque-là. Et surtout que vous ne pouvez que le faire. Hein, dans le premier comité ou la première équipe des commissaires généraux, il fut le ministre chargé des Affaires étrangères, alors que votre président, Tshisekedi, était chargé de l'Intérieur. Donc, ils ont vraiment travaillé ensemble. Hein. Non, c'est mieux de... Ça, c'est une bonne insinuation. Vous savez, quand quelqu'un est déjà mort, nous relevons les côtés positifs. Oui, c'est justement le côté positif, parce que... Oui, effectivement. Ils ont travaillé en étroite collaboration avec Tshisekedi. À l'époque, parmi l'équipe là, ce sont pratiquement les 2 ou les 3 qui restent encore en vie. Oui, mais c'est que la dimension qui nous importe beaucoup, c'est la dimension de la conquête de notre souveraineté nationale. Là, c'est très, très important, parce que en dehors de cela, il y a eu parfois une mauvaise manipulation des Congolais par le Belge juste après l'indépendance. Et ce côté-là, je m'interdis personnellement d'y entrer parce que nous allons en sortir avec... Non, je vois que ce n'est pas ça l'objet de notre question. Notre question, c'était de saluer la mémoire toutes mes compassions personnellement, toutes mes compassions à la famille. Vous avez un mot à dire par rapport à la disparition de Justin-Marie Bomboko? Je pense que beaucoup a déjà été dit là-bas, mais tout simplement, vu sa dimension
en tant que politicien et aussi sa dimension intellectuelle, je dirais tout simplement qui sont très rares aujourd'hui, surtout dans notre Afrique, avec tout ce que nous avons connu comme remous politique, des grands hommes comme ça qui en sortent quand même la tête haute. Il faudra seulement saluer sa mémoire et surtout son apport sur le parcours politique de notre pays. Mais nous disons seulement qu'après avoir traversé presque tous les âges, après avoir vu l'indépendance, après avoir vécu la dictature de Mobutu, après avoir vu l'entrée, donc la période des conférences, de la conférence nationale, tout ça, je pense qu'il aurait dû peut-être partir avec une bonne note du Congo, donc de notre pays, en participant par exemple à une bonne élection, et ça lui ferait quand même, mais quand même nous saluons sa mémoire. Ça c'est l'UDPS. C'est vraiment un grand homme. Alors, puisque vous parlez toujours élection, oui. Quel est le sort des députés de l'UDPS qui étaient élus à travers la République, à qui le président national avait demandé de ne pas reconnaître l'Assemblée nationale, mais eux, ils se sont entêtés, jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à siéger. Quel est leur sort par rapport au parti? Bon, par rapport au parti, je pense que tout a été clair. C'est qu'il y a eu un mot d'ordre, il y a eu une décision. Et alors, une bonne partie des membres de l'UDPS n'ont pas compris. Bon, ils ont suivi un chemin, ils ont fait leur choix par rapport à la décision. Je pense que nous considérons jusqu'à présent qu'ils ne sont pas avec nous. Mais comment ça, ils ne sont pas avec pas vous pour autant. Ils sont dans la composante UDPS et alliés. À la composante UDPS et alliés, mais dans l'entretemps, l'UDPS ne reconnaît pas les institutions dont ils sont en train de faire partie aujourd'hui. Vous comprenez vous-même qu'en ce moment-là, vu aussi nos textes, lorsque on est au-delà de la vision ou bien de la démarche politique du parti, on est carrément auto-exclu. Et en ce moment-là, on peut dire aujourd'hui clairement que nos amis qui étaient avec nous hier, aujourd'hui ne sont plus avec nous. Mais comme le mot d'ordre qui a été là, on ne peut pas quand même aller les poursuivre pour les interdire d'utiliser le nom de l'UDPS. Mais faites-le parce que vous en avez les droits. Eh bien, nous en avons les droits, effectivement. Mais on ne peut pas aller nous dire... parce que l'institution, l'Assemblée nationale, pour nous, nous avons dit que niet, nous ne reconnaissons pas cette Assemblée. Et même le président a signé une décision là-dessus. C'est-à-dire supprimant disons, cette Assemblée. Alors en ce moment-là, on ne peut pas dire que non, on peut encore aller demander à cette institution, non, voilà, révoquez-nous tel ou tel autre. Non, je pense que tout simplement, c'est une question de courtoisie, de se dire tout simplement qu'effectivement, nous sommes en faute et qu'on ne peut plus représenter ce parti. Parce que de la manière qu'ils le font eux-mêmes, et je pense que vous voyez vous-même la difficulté qu'ils ont pour vraiment faire passer le message. Vous êtes un député, mais vous n'avez pas de base. Parce que la base que vous semblez représenter n'est plus avec vous. Non, on ne peut pas dire que la base n'est pas avec eux. Là, il faut attendre les prochaines élections pour voir si la base n'est pas avec eux. N'est-ce pas, M. Tchibangui? Non. Parce que dire aujourd'hui que non, ils ne sont pas avec la base... Je voudrais les compléter en disant ceci. Le chef du parti, son Excellence Etienne Tshisekedi Mulumba, avec l'ensemble de tous les organes de notre parti, se retrouvent et ils se disent, comme nous avons été baisés par le pouvoir en place, qui a triché les élections et qui a volé notre victoire, nous n'allons plus assister, nous n'allons pas assister à tous les organes plantés par ces fameux pouvoirs. Ça, c'est nous. Et pour cela, nous demandons à tous les élus de l'UDPS de ne pas aller siéger. Alors maintenant, nous divulguons, si vous voulez, nous répandons, nous diffusons l'information. Nous, au niveau de fédération, nous avons amplifié la décision, nous avons rencontré les intéressés. Nous leur avons dit, attention, le parti vient de prendre une décision, vous n'allez plus siéger. Certains d'entre eux nous disent, non, non, nous devons aller à Kinshasa. Et à partir de Kinshasa, nous allons voir ce qui va se passer. Aller à Kinshasa, ce n'est pas pour aller siéger,
Si vous voulez aller rencontrer le chef du parti, il n'y a pas de problème. Et lui-même va vous instruire sur les lieux. Ils arrivent à Kinshasa. Et nous apprenons qu'ils sont en train de siéger. Le secrétaire général, à l'époque, prend une décision que vous avez lue certainement l'autre fois parce que Maître Assia vous l'avait transmise. Et là-bas, on dit, tous ceux qui siègent, au nombre de 33 sur 42, alors vous ne faites plus partie de notre parti. Alors, à ce moment-là, nos amis se disent, non, non, dans ces conditions, nous ne voulons plus de la politique de la chaise vide. Ça, ce sont eux qui disent. La politique de la chaise vide, c'est parce que nous leur avons demandé de ne pas siéger. Pourquoi? Parce que, avec ce que nous avons connu, alors, il ne fallait pas le faire. C'était une pression pour nous, pour que les choses puissent avancer assez rapidement. Alors, ils l'ont fait. Et alors, nous avons dit, ah bon, allez quand même plaindre les chaises. Alors comme ça, nous verrons les résultats. Mais de toutes les façons, vous ne représentez plus légitimement notre parti. Et même légalement, vous ne représentez pas notre parti. Pour nous, l'IDPS n'est pas représenté au sein de l'Assemblée nationale. Et ça, c'est ce que nous avons dit. Ils se sont entêtés, ils sont partis. Et ils sont en train de connaître ce que nous avons pensé. Nous avons dit, c'est que vous êtes là aujourd'hui, parce que ce sont nos amis. On se retrouve. On se dit, mais vous êtes allés là-bas pour aider, d'après vous, à équilibrer la prise de certaines décisions. Et vous allez influencer sérieusement certaines décisions. Mais nous constatons qu'à certains moments donnés, vous sortez, vous videz vos chaises et elles restent vides. Alors que vous avez refusé la politique de la chaise vide. Alors qu'est-ce que vous allez faire justement là-bas? Vous allez chercher alors les perdièmes et le salaire assez élevé. Alors maintenant, ils ont compris qu'ils étaient en tort. Mais ils se sont dit, puisque nous sommes déjà là, nous continuons. Nous avons dit, continuez, mais vous ne représentez pas l'UDPS. Effectivement, ils ne représentent pas l'UDPS parce que ceux qui sont d'ici, ils ne peuvent jamais venir à nos réunions. C'est pourquoi ils ne veulent pas de la base. La base, c'est d'abord le parti lui-même. Ce n'est pas quand vous allez sortir 1000 francs pour commencer à donner aux gens que vous allez appeler ça base. Non. D'abord, les cadres eux-mêmes, les combattants eux-mêmes, qui sont chaque jour aux réunions, qui décident. Mais ces gens-là ne peuvent pas recevoir nos deux amis d'ici. Non, ils ne peuvent pas. Et d'ailleurs, quand ils viennent, ils le savent très bien. Ils ne peuvent pas venir à la permanence du parti, ni aller aux petites, si vous voulez, permanences de section. Jamais ils restent chez eux. À des moments, ils se plaisent à aller à la télévision, à montrer les signes, parce que nous savons très bien que notre parti, comme je vous ai déjà dit, notre parti ici, mais quand vous êtes à l'intérieur, vous ne voyez pas le sucre. Mais c'est quand vous en sortez, on vous dit, mon cher, vous quittez le parti, vous allez commencer à pleurnicher comme nous le connaissons aujourd'hui. Et l'insigne que vous ne portiez pas là, vous allez commencer à le porter n'importe où, juste pour dire, je suis de l'UDPS. Et vous ne craignez pas la division du parti avec ça, parce que 30 députés sur 42, ça fait quand même un poids. Hein. Mais c'est très compliqué, vous savez. Notre parti, si le président de notre parti, le président du parti, a déjà pris une décision, nous sommes tous derrière. Notre travail à la base, lui prend à part la Kinshasa, nous répercutons. Et quand nous répercutons, c'est fini pour vous. Vous pouvez monter et descendre. Si vous réunissez 100 personnes, vous ne pouvez réunir pour le moment que 10 ou 2. Si vous réunissez 1000, peut-être que vous aurez peut-être 80. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a pas de division et ils sont partis avec le poids peut-être mouche. Donc, Kokom Longo, Fabien Kankakwe ne sont plus membres de l'UDPS. Ils ne sont plus membres de l'UDPS. Au moment où nous parlons avec vous, nous ne pouvons plus les recevoir officiellement dans nos installations du parti. C'est impossible. Okay. Alors, quand ils passent dans les différentes chaînes de télévision avec les labels de l'UDPS, pourquoi vous nous j'ai aimé beaucoup quelqu'un quand il est passé dernièrement sur Kyondo. C'est Fabien? Fabien. Quand il est passé sur Kyondo, il a été assez élégant. Il n'a pas dit, il n'a pas voulu. Il a même montré qu'il est allé à l'encontre du mot d'ordre du président parce qu'il voulait quand même tenter sa chance pour voir s'il pouvait, à partir de ce qu'il connaît déjà, faire modifier, faire influencer certaines décisions au niveau de l'Assemblée. Il l'a dit. Et maintenant, un autre, aussi, ça c'est Coco, il était sur, je crois...
Malaika. Le Malaika. Vous l'avez vu sur le Malaika, pour trouver juste une petite image, quelque part, où se trouvait le président du parti, et lui, il était un peu quelque part, il a pris toutes ses dispositions pour que la photo lui soit prise. Et il est venu là-bas. Ah non, non, moi, à Kinshasa, je suis. Il a montré cette photo pour la retrouver, c'était tout un problème. Mais nous tous, nous savons très bien qu'à Kinshasa, ils n'ont plus d'audience auprès du président. Ici, ils n'ont plus d'audience auprès du président fédéral. Non, si nous pouvons nous rencontrer, c'est en tant qu'amis, nous avons travaillé ensemble, nous avons évolué ensemble dans plusieurs domaines. Et je vous dis sincèrement qu'ils ne sont plus du parti et le parti ne les reconnaît pas, mais parce qu'ils ont les labels. Toujours là-bas, l'UDPS. Bon, ils savent pourquoi ils mettent l'UDPS, parce qu'ils ont été élus au sein de ces partis. Mais quand le président lui-même vous demande de vous retirer, le mieux à faire aurait été de se retirer pour garder l'image réelle du parti. Mais ce qu'ils ont fait, ils ont trahi et ils en paieront eux-mêmes et ils sont en train d'en payer le prix. Tant mieux. Bon, puisque vous venez de citer le président de l'UDPS, je crois que nous sommes tous à l'affût de l'actualité. Hier, il y a Jeune Afrique Magazine, que vous connaissez, qui s'est posé beaucoup de questions sur l'état de santé de Tshisekedi. D'ailleurs, là, dans le journal, on a même dit au conditionnel que le président serait mort et qu'on est en train de tout faire pour l'évacuer. Et d'ailleurs, son fils, Félix Tshisekedi, est même rentré à Kinshasa rapidement. En fait, c'est vrai, on ne peut pas se réjouir de la maladie de quelqu'un, mais c'est un politicien, nous devons tout savoir sur lui. Qu'est-ce que vous en savez? Quel est l'état de santé aujourd'hui de Tshisekedi? Parce qu'on l'annonce déjà. Carl, je vous dis sincèrement, après notre émission de ce jour-là, nous étions avec Kinshasa. Nous étions avec Kinshasa. Le président du parti est en parfaite santé. Il y a eu simplement ce que je vous avais raconté cette fois-là, qui n'était pas une légende. Toujours son fameux directeur de cabinet de l'époque. C'est lui. Juste un petit jeu du chef. Je ne me sens pas un peu bien, je vais à la polyclinique telle. Mais il prend son épouse. Ils vont chez la belle-sœur. Chez Jenny Chika? Non, la belle-sœur de maman Marthe. Ah d'accord. Alors, ils vont là-bas. Ils sont passés par la polyclinique là-bas et ils sont allés là où ils devaient aller. À 20h, quelqu'un l'appelle. Suivez un peu Télé 50. Bandelette comme vous le faites passer. Etienne Tshisekedi gravement malade, hospitalisé à la polyclinique telle. Alors qu'il s'est adressé à qui avant de partir? À celui qu'il considérait comme son confident pour dire on va voir ce qu'il est. Sur place, j'ai dit qu'est-ce que moi je vous disais? Vous avez vu? Et quand il est revenu le matin, il a posé la question à son dirigeable. Mais l'information là, ce qui se passe? Il s'est expliqué et c'est tout. Vous savez, généralement, le président ne parle pas beaucoup. Il a compris et il s'est tué. Mais au moment où nous parlons avec vous, tout ce qui se raconte autour de la famille Tshisekedi, autour de lui-même Tshisekedi, je vous dis, c'est une peur bleue dans le camp de l'adversaire, qui est en train de croire. Mais c'est le pouvoir, non? C'est le pouvoir qui est en train... Vous allez dire Mouleka. Non, mais l'adversaire Mouleka ne vaut absolument rien. C'est un poids mouche, si vous voulez, en boxe. Alors maintenant... Mais il vous terrorise ces derniers temps. Jamais, jamais. Il vous met mal à l'aise. Il vous met mal à l'aise. Carl, il vous terrorise, vous, les journalistes et les pouvoirs. Les pouvoirs qu'il utilise et qui sait pourquoi il l'utilise. Et c'est ainsi que ce genre d'émission, ça aide un peu Mouleka, si vous voulez, c'est qu'on puisse parler un peu de lui. C'est qui c'est Mouleka? C'est qui? C'est elle? C'est elle? Ah bon, là c'est à son avantage. Mais c'est aussi à l'avantage du pouvoir qui estime que l'opinion est tout simplement en train d'être désinformée. Vous voyez là l'intoxication. Ça c'est dans le cas du pouvoir et de Mouleka lui-même. Mais chez nous, nous sommes sereins. Nous sommes habitués à ce genre de comportement depuis Mobutu. Nos amis actuels, ils manquent d'imagination. Ils ne savent pas faire autre chose que ce que les Mobutistes avaient fait à l'époque. Nous avons connu quelqu'un de l'Est qui passait chaque fois à la télévision comme proche de Tshisekedi et qui parlait. Et vous vous souviendrez aussi
lors des élections de 2016 à de 2006. Vous vous souviendrez qu'il y a eu un certain Etienne Tshisekedi candidat. Vous vous souviendrez. Maintenant, cet homme-là, juste quand le président Etienne Tshisekedi, le vrai, a dit « Je ne suis pas candidat », et lui aussi, qui était déjà candidat, a disparu jusqu'à aujourd'hui et personne ne parle de cette petite doublure. Alors c'est un problème de connu. Notre peuple est déjà suffisamment informé et tout ce que nous sommes en train de dire ici, le peuple même se demande mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi on ne parle que de la maladie de tel? Pourquoi on ne parle que de la famille de tel? Pourquoi on ne parle que de l'UDPS? C'est qu'il y a un problème. Non, il n'y a pas de problème. Nous aidons notre peuple à comprendre que nous sommes les plus forts, nous sommes vraiment la vraie expression de la volonté de ce peuple-là, de ses aspirations. Et nous lui demandons d'être calme et nous allons venir là où ils veulent que nous arrivions. Et nous serons là. Monsieur Tchibango, c'est bien, vous venez de nous éclairer par rapport à la maladie de Tshisekedi, parce que c'est Jeune Afrique qui se pose des questions, finalement relayées par plusieurs journaux de Kinshasa et d'Afrique. Et d'ailleurs, tout à l'heure, là, avant de monter sur ce plateau avec monsieur Pius Majondo, nous venons de lire encore un article où on parle de l'état de santé de Tshisekedi. Et au journal, au magazine Jeune Afrique, de se poser des questions. Parce que d'après le journal, on dit que c'est sa famille biologique et sa famille politique qui continuent à soutenir que Tshisekedi est en bonne santé alors que le monsieur, ça ne va pas. Il se pose la question. Si réellement Tshisekedi était en bonne santé comme sa famille biologique le dit, on a calculé sa sortie. La dernière sortie de Tshisekedi date de 2012. Je crois qu'on a lu. Le journal peut se tromper, mais ça ne vient pas de moi. Je cite le journal. Sa dernière sortie date de 2012. Avec tous ces événements ici, pourquoi votre leader ne parle pas pour donner son point de vue? C'est quand même un grand leader. Il y a tout ce qui se passe, dialogue ceci, concertation par là, changement de constitution, modification de constitution. Mais pourquoi Tshisekedi ne parle pas? C'est la question majeure que Jeune Afrique se pose aujourd'hui. Qui prend? Oui, en tout cas, merci beaucoup, M. Karl. La fois passée, je pense que j'avais encore fustigé. Je devais d'abord le dire dans mon introduction que je ne peux pas vous donner tous les éloges que je peux faire sur vous. Parce que moi, personnellement, et que tout le monde qui est en train de suivre sur le marché, ils savent quand même votre perspicacité en matière de médias. Vous n'êtes pas le moindre ici au Qatar. Si c'est un compliment, je le prends et je dis oui. Merci. Alors, ici, ce qui me ferait un peu mal, c'est de voir un grand magazine comme Jeune Afrique, qui a des bons journalistes et surtout qui fait des grandes investigations. Depuis un certain temps, je pense que ça doit être vers les années, depuis 2000, et ce magazine est en train d'être critiqué pour les positions qu'il prend souvent, qu'il a tendance de monnayer d'une certaine façon, et sa façon de faire le journalisme. Je pense que ce n'est pas tout à fait correct. Revenons à la situation. D'abord, sur l'ensemble des questions qui se posent Jeune Afrique. Vous voyez que effectivement, ce sont des questions que Jeune Afrique se pose. Ce ne sont que des questions, oui, mais qui ont peut-être été mal relayées par les médias au Congo. Pourquoi cela? Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est devenu une habitude. Le pouvoir, le régime en place que nous avons, a institué pratiquement la corruption. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens vivent favorablement dans la corruption. C'est-à-dire qu'il suffit de se faire entrer dans la peau des corrupteurs pour essayer de gagner quelque chose. Ce qui n'est pas tout à fait bon. Je vais revenir. Mais qu'il parle. Je vais revenir d'abord vers 2011, quand le président du parti, le docteur Etienne Tshisekedi, était encore en France dans son repos médical. Je pense que lorsqu'on approchait les élections, vous avez vu vous-même toute la médiatisation. C'est-à-dire comment toute cette récupération qui a été observée autour de cette question, de sa maladie, jusqu'à aller même dans la moelle épinière. Moi, j'ai toujours appelé ça la moelle épinière du parti, qui a causé ce que vous avez appelé Rigini et Conso. C'est parce que les gens se sont mis, se sont laissés prendre par ces genres de médias. Le négativisme, c'est-à-dire on prend quelque chose, on relativise, on met tout, et c'est comme ça. Mais quand le président Tshisekedi s'est levé pour se tenir et circuler le Congo, lui qui était considéré comme mourant, mais ça a été un grand démenti. Et
il n'est jamais passé dans les médias pour dire non, je suis vivant. Mais non, mais même quand il était là-bas, c'est-à-dire là, il n'a jamais fait. Il est bien portant. Donc je vous dis que je vais vous confirmer que le président est très bien portant. Parce que déjà, vous avez dit que 2012, moi je vous dirais que 2013. En 2013, il est sorti, c'est pour aller s'incliner sur la dépouille mortelle. Sur la dépouille mortelle, je pense qu'il n'est pas. Quand il est allé s'incliner sur la dépouille mortelle de Taboulay, je pense qu'il n'était pas venu en ambulance, ni même pas en civière. Tout le monde l'a vu. Quand il est sorti pour aller au séminaire, il était là-bas, il a fait la marche d'ailleurs. Il est parti de sa résidence vers la permanence. Et tout le monde l'a vu. Et des choses comme ça, je pense qu'il ne faudra pas que ça soit vraiment une habitude de comprendre que dans l'actuelle situation que nous vivons aujourd'hui, effectivement, le combat de l'UDPS demeure celui-là. C'est-à-dire remettre toujours les considérations là où elles doivent être. Donc on ne peut pas divaguer. Avec vous, les gens de l'UDPS, c'est quoi? Excusez-moi de vous interrompre, ce n'est pas dans mes habitudes. Excusez-moi de vous interrompre. C'est que ces derniers temps, vous communiquez peu. Oui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous communiquez peu. Je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez communiquer peu. Vous avez compris. Et dernièrement, parce que effectivement, même les questions là, ce sont des questions qui nous reviennent de partout. La façon dont l'UDPS fonctionne, tout le monde doit le comprendre. Nous sommes un grand parti politique, nous sommes organisés intérieurement. Nous vous disons que nous nous étions préparés en 2010, donc tout ce temps-là, pour prendre le pouvoir à travers les élections de 2011. Nous nous sommes battus. Vous avez vu vous-même. Quand nous étions même avec nos amis qui sont partis, nous étions sur tous les plans, nous sommes un parti d'action. Vous avez vu vous-même les actions que nous avons menées à Kinshasa avec l'ex-secrétaire général Jacquemin Chabani. Et qu'est-ce qu'il est devenu? Non, nous allons y arriver si vous voulez. Non, en passant. Pour ne pas oublier. Il est là. Il est membre de l'UDPS. Alors, nous nous sommes battus, nous avons gagné les élections. Et nous attendions seulement la proclamation pour que nous puissions entrer en fonction. Cela n'a pas été fait. Et maintenant, là, nous avons quelqu'un qui est en train de gérer par défi. Nous sommes en train de nous battre pour reprendre l'impérium, qui est l'effectif du pouvoir. Donc, nous nous réorganisons par rapport à cela. C'est-à-dire, le combat, nous savons qu'il ne peut pas être populaire, tout simplement. Non. C'est-à-dire, le combat est à plusieurs niveaux. Au niveau diplomatique, et effectivement, au niveau de la politique interne. Et au niveau diplomatique, vous voyez vous-même les effets. Vous voyez vous-même les effets que nous avons évoqués la fois passée, et toute la cabale diplomatique autour de l'UDPS. On vous conjugue au passé. Non, on ne nous conjugue pas au passé parce que... Mais on vous a conjugué au passé, c'est ce qui a provoqué tous ces remous, monsieur Tchoukou. Non, je pense que ce débat-là, on en a parlé nous devons avoir la certitude de ce qui s'est dit là-bas. Je pense que c'est juste de la respiration, on prend les mots, on essaie un peu d'en faire des problèmes. Vous avez vu vous-même que le président vous a introduit, que le soi-disant Martin Tshisekedi qui est passé récemment sur les chaînes. Bon, nous on n'en parle pas, moi je n'ai pas vu. Je ne peux pas raconter des choses que justement, je n'ai pas vu. Et je pense que c'est dans ce même ordre d'idée. Vous me donnez aussi donc, l'information. Je prends. La question principale, la question que vous avez posée par rapport à notre, c'est-à-dire, on ne connaît pas, qu'on ne communique pas beaucoup sur le terrain. Oui. Je pense que c'est une bonne façon aussi de combattre pendant ce moment. Parce que vous voyez vous-même, vous avez évoqué la feuille de route de Washington à travers Mary Robinson. On en parlait. Je pense que ce n'est pas venu de nulle part. C'est-à-dire qu'il y a eu une pression de l'UDPS qui s'est faite. Donc, c'est-à-dire... Mais qui commence à vous déchirer. Non, il n'y a aucun déchirement. Écoutez, nous avons tout un bureau politique. En fait, on n'est pas encore là. Nous risquons de perturber les téléspectateurs qui nous suivent. Okay. Parce qu'on parlait d'une chose, on n'a pas encore abordé ce point. Quand on en parle comme ça, les téléspectateurs ne savent pas de quoi on parle. Je crois que je vais vous poser une question là-dessus. Et on va répondre rapidement là. J'ajoute vraiment un tout petit rien là. On a toujours appelé Tshisekedi Omulumba le sphinx. On dit le sphinx de l'imité. L'énigmatique, les charismatiques. Cela veut dire quoi? Ce sont des qualificatifs, les attributs donnés à un genre d'homme assez posé, intelligent, sage et qui ne savent placer un mot que quand il faut le faire. Et alors en ce moment-là, s'il vous plaît, je vais y arriver. Et depuis toujours,
il s'est distingué par un silence troublant. Un silence troublant l'adversaire. Qui a besoin de racheter quelque chose pour en faire un prix. Mais lui le sait très bien. Et c'est pour cette raison qu'il ne sort que quand il faut sortir, il ne parle que lorsqu'il faudrait parler. Pour le moment, les enjeux sont tels qu'il n'a pas besoin de communiquer au peuple congolais. Au peuple congolais qui sait au moins de quoi il est question. Mais à ce niveau, il travaille et c'est pour cette raison que vous voyez le pouvoir en place s'agiter pour savoir qu'est-ce qui se passe au sein de ce parti-là. Et nous y sommes et nous travaillons et son silence est tout à fait vraiment bénéfique pour le peuple congolais. D'accord. Le samedi passé, quand nous passions notre première émission avec vous, il y a un certain Magloire Amissi qui nous dit « Nos amis de l'UDPS sont plus idolâtres que combattants du parti. » Je sais pas comment vous qui est-il celui-là? Bon, c'est un téléspectateur qui bon. suivait, Oui. Bon, c'est son point de vue, mais nous savons ceci. Nous avons un chef. Ce n'est pas nous qui l'avons appelé charismatique. Ce n'est pas nous qui l'avons appelé sphinx. Ces mots-là sont venus du peuple lui-même et de ceux qui l'ont vu en train de travailler. Mais si les autres l'ont vu et l'ont qualifié de cette manière-là, a fortiori nous qui sommes à côté de lui, qui voyons comment il respire, comment il réfléchit. Mais vous allez dire, c'est de l'idolâtrie. Mais Jésus-Christ est venu dans ce monde. Nous y croyons, non? Il est parti, mais nous y croyons. Dans beaucoup d'autres pays. Allez en Chine. Nous ne savons pas respecter nos savants, nous ne savons pas respecter nos grands hommes politiques, nous Congolais, nous Africains. C'est triste. C'est quand il va mourir que les grandes manifestations vont s'opérer. Mais pendant qu'il est en vie, on nous traite des idolâtres. Moi, j'accepte. Nous sommes des idolâtres et nous voudrions bien que notre chef, pendant qu'il est là, qu'il sente que nous sommes avec lui, le peuple congolais est avec lui et nous le soutenons très très bien jusqu'au moment où il nous amènera au pouvoir. Monsieur Madjundo, 15 ans après, l'ONU vient de prolonger le mandat de la MONUSCO d'une année supplémentaire. Et quel a été, d'après vous, le bilan de la MONUSCO en RDC pendant ces 15 dernières années? Pour qu'on en ajoute encore. Bon, écoutez, faire tout un bilan, je pense que ça ne sert pas... on ne peut pas finir tout comment ça. Vous jugez l'action de la MONUSCO? Nous disons tout simplement qu'écoutez, à un certain moment, nous étions dans une situation de non-État. Parce qu'un État, en fait, c'est quoi? C'est d'abord l'attribut de souveraineté. Mais lorsque vous perdez votre souveraineté, en ce moment-là, vous êtes exposé. Le pays a été vraiment exposé au démembrement, avec tout ce que nous avons connu comme rébellion, et surtout la faiblesse du leadership au niveau de Kinshasa, qui a eu aussi des conséquences néfastes sur la direction même de l'ensemble du pays. Et je pense qu'il était tout à fait probant qu'on puisse avoir le secours de la communauté internationale à travers la MONUSCO. Je ne dirais pas que la MONUSCO n'a pas abattu un grand travail par rapport à la sécurisation du territoire. Je serais vraiment, hors cadre parce que nous avons vu l'appui logistique de notre armée sur tous les fronts. C'est que la MONUSCO a apporté et je pense que ça a été vraiment très très nécessaire. Mais aujourd'hui, je pense que le problème n'est pas de dire que la MONUSCO doit partir ou doit rester. C'est-à-dire le problème, c'est de se dire quelle est la capacité de nous-mêmes par rapport à toutes ces questions sécuritaires qui sont en face de nous. Qu'est-ce que nous pouvons, est-ce que nous sommes en mesure de nous assumer vraiment nous-mêmes aujourd'hui? Est-ce que nous sommes à même d'être autonomes? Et je pense que c'est la question qui se pose lorsque nous considérons la gouvernance par rapport à toutes ces questions-là. Je pense que vous avez vu vous-même qu'en 2000, je pense, ça doit être en 2012 ou quelque chose, l'entrée de Bakatakatanga d'une façon spectaculaire sur la ville de Lubumbashi, et on a fustigé. Et je pense que tout le monde a crié
à l'intervention de la MONUSCO. Parce que nous avons notre armée, mais comment des simples civils armés de gourdons et tout ça peuvent entrer jusqu'à prendre le centre-ville de Lubumbashi? Je pense que ici, prolonger le mandat de la MONUSCO, il y a à boire et à manger. Parce que sur le plan budgétaire, je sais que ça nous coûte énormément beaucoup. Mais si nous devons prendre les expériences dans ce que nous avons connu, et surtout en matière de sécurité, je pense qu'il faudra quand même, en ce moment-là, que nos amis qui sont en face, qui sont en train de s'accrocher au pouvoir, et qui soient quand même à même de préparer tous les éléments pour que, effectivement, nous parvenions à accepter facilement le non-prolongement du mandat de la MONUSCO. Que pensez-vous de la révision ou du changement constitutionnel dont on parle tant, mais l'UDPS parle peu? Oui, je voudrais revenir un peu sur l'apport de la MONUSCO dans notre pays ici. Car je vais vous rappeler que la MONUSCO, ce sont les Nations Unies. Les Nations Unies, c'est l'ensemble des grandes puissances d'abord, avant que l'on prenne un Rwanda ou un autre petit parti au sein de l'ONU. Ces gens ont un intérêt dans notre pays, un intérêt grandiose dans notre pays. Nous pouvons nous dire qu'ils sont venus nous sauver, c'est vrai, parce qu'effectivement, comme il a dit, la situation était catastrophique à cause tout simplement de manque de leadership dans notre pays. Mais la MONUSCO m'a déçu, ou nous a déçus, nous, peuple congolais, quand, particulièrement en 2011, après les élections. Je le savais. Moi, je n'ai pas compris. La MONUSCO est présente ici. La MONUSCO a vu comment les élections s'est passées. Mais curieusement, ceux qui sont venus d'ailleurs, en dehors de l'église catholique qui était sur place, ont vu la fraude à la haute, si vous voulez, à haute échelle. Mais la MONUSCO n'avait rien vu. Vous avez voulu que la MONUSCO... S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est vrai, il n'a pas vu. S'il vous plaît, oui. Et c'est normal parce que elle représente ici les Nations Unies et ce sont les Nations Unies qui devraient avoir la vraie information à partir de ces souches. À condition, au moment où nous parlons, que la souche ici, sur place, lui ait donné la vraie information pour désinformer les autres. Mais ils ont donné la vraie information par rapport aux élections. S'il vous plaît, Vous avez voulu seulement que... Attendez. Donc vous avez voulu seulement que la MONUSCO dise que non, c'est Tshisekedi qui a gagné, alors que les résultats ont donné autre chose. Pourquoi ils ne pouvaient pas le dire? Parce que tout le monde entier l'a dit. Pourquoi elle ne pouvait pas le dire? Quel monde entier? Mais c'est l'UDPS qui a dit. Quel monde entier? Non, ce n'est pas... L'Église catholique n'est pas le monde entier. Oui, vous savez... Heureusement, oui, l'Église catholique n'est pas le monde entier. Vous dites le monde entier l'a dit. Je voudrais vous dire, en dehors de l'Église catholique, la Commission européenne et la Fondation Jimmy Carter et tant d'autres l'ont constaté parce que ces gens étaient sur le terrain et ont vu. Mais la MONUSCO, qui n'est pas venue d'ailleurs, qui est sur place, quelle avait été sa position à ce jour? Nous allons encore ailleurs. Non, il nous reste 10 minutes. Bien avant cela, nous avons connu des perturbations sérieuses du côté de l'Est. Pendant que la MONUC était ici, la MONUSCO, c'est l'actuelle MONUSCO d'ailleurs, qui était ici. Et à ce moment-là, je vous révèle peut-être quelque chose que vous ne connaissez pas, mais vous devez le connaître, vous êtes un très grand, bien informé. Vous savez, on voulait bien, les Nations Unies voulaient parler par le biais de beaucoup d'autres grandes puissances, je cite les États-Unis d'Amérique, voulaient bien de la balkanisation de notre pays. C'est ainsi que vous avez constaté, s'il vous plaît, c'est ainsi que vous avez vu CNDP s'est transformé en... C'est M23. Alors M23 devenu très très fort. Mais pourquoi, à un certain moment donné, nous avons eu la force, avec l'aide de la MONUSCO, à bouter ces gens dehors? C'est parce que les États-Unis ont compris que ça ne servait absolument à rien de balkaniser le pays. C'est ainsi que
la MONUSCO a été dotée de tous les moyens pour faire partir l'M23. L'M23, le départ de l'M23 n'est pas l'affaire des FARDC. Ne vous en faites pas, détrompez-nous. M23, c'est l'affaire de la MONUSCO. Ça vous engage. La MONUSCO, à ce niveau-là, il l'a fait okay. juste pour sauver le pays. Bref, son bilan était positif ou négatif les 15 ans? Le 15 ans, pour moi, bon, est mitigé. Mitigé. Alors, que pensez-vous de la révision constitutionnelle ou du changement constitutionnel dont on parle tant, mais IDPS parle peu? Bien, en parle peu. Je vais, Karl, pour dire ceci. Pourquoi nous devons continuer à réviser? Pourquoi nous devons changer? La Constitution est là. Elle n'a jamais été appliquée. Elle n'a jamais été appliquée. Mais comment on peut parvenir à savoir que... Pourquoi ça n'a pas été appliqué? Mais ceux qui sont au pouvoir ne veulent pas que la Constitution soit appliquée. Pourtant, ce sont eux qui ont financé cette Constitution qui vient d'ailleurs. Donnez-nous des preuves que la Constitution n'a pas été appliquée. Mais où se trouve le découpage aujourd'hui? Nous sommes, s'il vous plaît. Donc là, nous devrions avoir 26, intéressant. Nous devrions avoir 26 provinces. Oui. Ok? Mais jusqu'au moment où nous parlons, qu'est-ce qui a manqué à ceux qui ont tous les moyens, qui ont même tout fait pour qu'il y ait référendum afin que cette constitution soit acceptée? Qu'est-ce qui se passe pour que les 26 provinces ne soient... Très bien. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je peux vous interrompre. Je vais d'abord parler. Non, vous avez bien parlé. Oui. Là, vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Attendez. Vous savez, aujourd'hui, dans plusieurs débats, on accuse les silences de l'UDPS de coupables. On dit l'UDPS ne veut pas se prononcer tout simplement parce qu'il est du côté de la majorité de ceux qui veulent changer la Constitution. Parce que ce que vous dites là, c'est pratiquement du machallah. On sent du machallah, on sent du PPRD. Le PPRD dit cette Constitution doit être changée carrément parce qu'elle n'est pas appliquée. Et qu'il a même donné l'exemple. Il dit, bon, vous êtes aux États-Unis, là-bas, quelqu'un vous dit, non, je vais aller dans la province de la Mongala, sur base de la Constitution, mais il arrive ici, cette province n'existe pas. Mais avec ça, on doit changer la Constitution. Donc vous lui donnez raison. On voit les choses à l'envers. Comment ça à l'envers? Non, on voit les choses à l'envers. Il y a ceci. Vous avez un document à main. Une équipe de football, par exemple. Mazembe. Mazembe, on prend un tel. Il y a un Carlito, je crois, je suis très intéressé par ça. Ça doit être un Carlito qui Carlito, est c'est musicien. Oui, je ne sais pas. Non, c'est comment on l'appelle? Garzito? Vous voulez parler de Garzito? Celui-là qui était entraîneur ici. Carteron? Celui qui était entraîneur de Mazembe. Qui était ou qui est? Bon, prenons même celui qui est là. À supposer qu'aujourd'hui, avec notre équipe là, les choses ne semblent pas marcher, tout simplement parce qu'on n'a pas su recruter. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Changer Mazembe en une autre équipe, ou tout simplement, nous allons trouver un bon animateur de cette équipe-là. Nous constatons généralement qu'on laisse l'équipe, on va trouver un autre entraîneur pour pouvoir l'entraîner et avec des stratégies qu'il faut pour que Mazembe reprenne exactement sa force d'antan. C'est ça, non? Alors maintenant, nous sommes devant la Constitution. Il y a les animateurs du pouvoir actuel qui ne savent pas l'appliquer. Ce n'est pas parce que la Constitution est mauvaise en elle-même, mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas foi dans ce qu'ils doivent faire, ils n'ont pas la force d'arriver à ce qu'il attendait. C'est pourquoi ils veulent l'adapter. Ils veulent l'adapter maintenant à la circonstance. S'il vous plaît, ce qu'il faudrait faire, ce n'est pas chercher à l'adapter à la circonstance. C'est d'abord faire un effort pour pouvoir l'appliquer. Ils n'ont pas fait un effort pour pouvoir l'appliquer. Et pourquoi il faut nécessairement la changer? Non, on ne l'applique pas. Je peux vous citer tout un tas d'articles non appliqués et qu'il faut qu'aujourd'hui, il faut réviser. Donc aujourd'hui, il faut réviser. Non, mais vous allez réviser quelque chose que vous n'avez pas tenté d'appliquer. Pourquoi? Oui, vous savez ce qu'ils ont fait dernièrement ici. Et puis, nous sommes en plein jeu. Nous sommes en plein jeu. Pour vous arriver là-bas, vous dites, pour le moment, ce n'est plus 5 pénaltys contre 5 pénaltys. Non, c'est juste celui qui botte le premier qui gagne. On ne le fait pas pendant les jeux. On le fait avant les jeux. Pour le moment, ils sont au pouvoir.
Ils sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire et on attend les élections d'ici là. Qu'est-ce que nous devons faire à ce moment-ci? Nous devons appliquer, nous devons tout faire. Ils ont encore du temps. Qu'ils appliquent la Constitution. C'est-à-dire quoi? Avant qu'ils ne terminent, que les 26 provinces soient là. Et avant qu'il ne termine, que la Cour constitutionnelle soit là, avant qu'il ne termine, que les partis politiques soient financés, avant qu'il ne termine, qu'est-ce qu'il y a encore que je peux encore voir ici? Vous avez noté. Ah, c'est très important. La retenue à la source, par exemple. Retenue à la source de 40%. Est-ce que ça demande quoi? Ça demande que l'UDPS prenne le pouvoir pour le faire? Nous allons le faire, nous, il n'y aura pas de problème. Et vous avez encore l'occasion de prendre le pouvoir. Parité, par exemple. Vous avez eu toutes les chances de prendre, mais vous ne l'avez pas fait. La parité se trouve où? Et aujourd'hui, on est en train de voir qu'on s'achemine vers la fin de ces fameux mandats, entre guillemets. Et on s'achemine vers la fin et on cherche à créer des petits serpents par-ci, par-là pour modifier telle ou telle constitution, afin tel article, afin de leur permettre encore une fois de frauder, comme ils l'ont fait la fois passée, en utilisant la révision constitutionnelle qui n'avait absolument rien à faire. 2 tours, c'était notre affaire, c'était constitutionnel. Une mine de rien avant, non, ça devient un seul tour. Pour les raisons que nous venons de connaître. Bon, pour moi ou pour les partis, ça ne sert à rien de modifier la Constitution. Ça ne sert à rien de la réviser. La Constitution telle qu'elle, qu'on aille jusqu'au bout. Et ce n'est que par après. Si nous voudrons nous retrouver, nous allons nous retrouver pour voir s'il faudrait changer, mais tout en sauvegardant l'article 220. Parce que l'article 220 est verrouillé. Et nous sommes à ce niveau-là. Nous connaissons tout ce qu'ils sont en train de faire et nous les observons. On vous a dit que dans la même constitution, il y a une clé de verrouillage. Non, mais alors disons, prenez l'article 220. Et on arrive là-bas et l'article commence par dire que en dehors de on vous a donné l'article 2, qui est la clé de verrouillage. Non, vous avez la constitution, vous pouvez nous dire ça. C'est bien dit. On donne comment on peut parvenir à changer. Et on arrive à l'article 220, on dit... Par voie référendaire, oui. Cela ne concerne pas l'article 220. D'accord. C'est ce qu'on dit. Rapidement. Alors, pourquoi vous vous insurgez par rapport à la feuille de route de Malou Malou, quand il dit, bon, les élections sénatoriales, provinciales, doivent se faire au suffrage universel, indirect. Pourquoi vous... Je vais y arriver, parce qu'effectivement, l'idée... Il reste 6 minutes. Oui. Je vais aller un peu plus brièvement. L'idée, c'est ça. C'est-à-dire, donc, la question qui a suivi, après, la question de la révision constitutionnelle, est partie de la fameuse feuille de route que propose Malou Malou. Je vous ai dit l'autre fois que, d'emblée, le jeu est clair. On ne peut pas comprendre. Quelles sont les raisons avancées dans la feuille de route? C'est constitutionnel. Non, on ne refuse pas. Oui, toutes les constitutions du monde. monde. C'est que Malou Malou a dit. Mais c'est constitutionnel. Écoutez d'abord. Il a appliqué la Constitution comme vous l'avez demandé. Monsieur Karl, s'il vous plaît. Monsieur Karl, oui. Le problème ici, ce n'est pas que c'est constitutionnel ou c'est pas constitutionnel. Dans le monde entier, toutes les constitutions du monde, dans les États qui constituent le monde aujourd'hui, donc la communauté internationale, toutes les constitutions sont toujours exposées à des amendements, à des révisions. Oui. C'est normal. Mais le problème, ce sont les intentions, la volonté qui suit ou bien qui précède cette pourquoi vous disiez les intentions? Nous disons, essayons de faire une analyse un peu plus complexe par rapport à ça. C'est-à-dire, ne faisons pas seulement parce que, officiellement, je peux vous dire, par rapport à cette question, mon parti qui est l'UDPS ne s'est pas encore prononcé. Et je pense que c'est une bonne chose. Pourquoi je dis ça? Parce que... je vais y arriver. Non, écoutez, je vais y arriver. Je dis seulement, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo là-bas. Parce que déjà, c'était parti avec le livre, le fameux livre du professeur Bouchab. C'était un essai, je peux dire. Mais il n'y a pas eu de réaction de l'UDPS. Et c'est parti. La même question a été plus médiatisée, c'est-à-dire débattue au sein de la majorité en place. Et ça n'a pas suffi. On en arrive aujourd'hui à Malou Malou, qui vient avec sa feuille de route. Je pense que ce qu'on attend, c'est la réaction de l'UDPS par rapport à cette question. Ce qu'il faudra seulement dire, c'est que pourquoi cette révision seulement aujourd'hui?
pas... Non, là on n'est plus du côté révision. Je crois que M. Tchoupangu s'est attardé là-dessus. Oui. Ici, nous parlons maintenant de la feuille de route de Malou Malou. Quand il dit qu'il va organiser, il propose que les élections des gouverneurs, des sénateurs et des maires soient au suffrage universel et direct. Vous refusez. Non. Proposez autre chose alors. Bon, je ne sais pas. Il n'a pas de moyens. Ne dites pas on a refusé parce qu'officiellement... Oh, je parle de l'opposition. Oui, ok. À ce moment-là, nous pouvons nous exprimer en tant que tel. Non. S'il vous plaît. Maintenant, je vais un peu aller... peut-être toucher ce que vous voulez que l'on touche. D'accord. Vous savez, vous parlez de moyens. Le moyen manque, mais vous voudriez bien commencer par les municipales pour terminer par les locales, provinciales et locales. Ah non, pas provinciales. Oui, donc municipales, provinciales. Et vous estimez qu'en fusionnant et qu'en couplant, si vous voulez, ou triplant, vous allez justement bénéficier d'un peu d'argent. Non, ce n'est pas... Non, pas seulement l'argent. Il a parlé du temps aussi. Qui est pressé? Qui est pressé? C'est lui ou c'est nous? L'opposition. Non, c'est lui qui est pressé. Nous disons, nous voyons derrière cela se profiler tout simplement de la corruption. Vous savez comment la corruption va arriver? On va aller au niveau de la base, c'est-à-dire les municipales là. Au niveau de la base, on aura par exemple 500 conseillers. Maintenant, comme ceux qui doivent aller à la mairie, donc à l'hôtel de ville, doivent provenir de ceux qui sont là. Et c'est à ce moment-là qu'avec notre propre argent du peuple, l'argent du peuple, le pouvoir actuel va s'en servir pour commencer à corrompre. Pourquoi pas vous? Non, nous gérons. S'il vous plaît, pour corrompre, il faut d'abord gérer. S'il vous plaît. L'argent, je vous dis qu'on prend notre argent. Notre argent là, que nous mourrons de faim, mais cet argent là est pris par quelqu'un pour donner à tel pour son propre avantage. C'est ce que nous ne voulons pas. C'est ce qui va se passer. Et vous allez voir que la crainte aussi, c'est que vous verrez que ça va aller jusqu'à l'article qui dit le président de la République doit être élu au suffrage universel direct. Ils vont aller jusqu'à toucher cet article-là pour qu'il soit élu au second degré, c'est-à-dire suffrage universel indirect. Le président de la République, toujours suffrage universel direct. Ça va aller à ce niveau-là pour qu'il soit désigné par le Congrès, c'est-à-dire par le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée et le Sénat réunis. Nous savons que c'est là que l'on tend. Et nous disons, nous devons lire les intentions et en tant que politiciens, nous devons les prévenir. Et en le prévenant, nous vous disons ce que nous vous disons. Même si on les dit. Bon, s'il vous plaît, si on peut nous lire rapidement les deux derniers alinéas plutôt de l'article 5, surtout les derniers. Je préfère qu'il y ait l'article qui concerne l'élection du président de la République au suffrage universel. C'est ce que j'ai dit. C'est très important. C'est là où on dit qu'il y a procès d'intention. Parce que Malou, dans sa feuille de route, il n'a pas parlé des élections présidentielles. Il n'a pas parlé des élections présidentielles. Il a parlé de provinciales, sénatoriales. Ne soyons pas naïfs. Ne soyons pas naïfs. L'autre fois, c'était l'article qui concernait les deux tours, mais c'est parti à d'autres articles. Nous ne sommes pas naïfs. Et nous devons dénoncer ce que nous dénonçons parce que nous sommes des visionnaires. Nos politiciens sont des visionnaires. Malheureusement, nous sommes à la fin. Nous sommes des visionnaires et nous n'arriverons jamais à accepter ce genre de cabale. Ok, monsieur Tchoupangu, votre mot de la fin, parce qu'on me fait déjà signe qu'on est vraiment à la fin. Notre parti se porte très bien. Notre président, chef du parti, Tshisekedi Moulumba, se porte très bien. Et l'UDPS refuse la révision constitutionnelle. Attention, au moment où nous parlons, pas question de changer la Constitution. Pas question de réviser la Constitution. Qu'on change tout simplement les animateurs qui sont incapables d'appliquer les articles de la Constitution. C'est ce que nous voulons. On ne change pas l'équipe, on change tout simplement l'entraîneur et c'est comme ça que nous voyons la chose. Monsieur Pius Madjondo. En tout cas, moi, je vais juste m'adresser en 30 secondes. Je demande seulement à tous les combattants d'être vigilants. Je pense qu'ils sont en train de constater ce qui se passe dans les médias, tout ce qu'on est en train de raconter sur le président et même sur le parti. Et cela peut nous arriver à tout le monde. Parce que le pouvoir en place est décidé, vraiment est décidé à nous démembrer.
Donc, notre détermination doit toujours rester. Ce n'est pas le pouvoir en place. C'est vous-même dans la cour. Dans écoutez, je pense que nous avons tout étalé par rapport... Laissez-nous dire ce que nous voyons. Non, justement, je ne peux pas admettre que vous accusiez Monsieur Karl, si nous parlons de Togo, si nous ne sommes pas Kinshasa, revenons ici à Lubumbashi. Je vous dis qu'aujourd'hui déjà, nous sommes en train de le dénoncer. Il y a un mouvement. On est en train de cibler les membres de l'UDPS et même des simples civils, des gens qui ne sont même pas membres de l'UDPS. Vous voyez vous-même aujourd'hui que le pouvoir au niveau de Lubumbashi est en train de fabriquer de jeunes gens qu'on appelle des Junafek. Ils sont en train d'attaquer les gens comme ça et surtout ils sont en train de cibler les membres de l'UDPS. Et tout ça, quand on voit ça, on ne peut pas dénoncer ça, on ne peut pas dire que le pouvoir est en train de jouer sur le même mobile. Donc, je demande seulement à tous les combattants de rester sereins et de continuer toujours à demeurer dans le même optique du combat pour la reprise de la réunion. Nous allons nous organiser aussi pour nous défendre. L'autodéfense, la légitime défense est autorisée. Elle est constitutionnelle. Tout à fait. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité à notre télévision. Merci à nos deux invités qui ont été vraiment brillants, qui nous ont éclairés. J'ai été vraiment ravi de vous avoir comme invité ce soir. Merci à toute l'équipe de l'UDPS que je salue en passant. Merci à mes collaborateurs qui m'ont aidé, Yves Niembo, Yves Nzeo, Simon Kankolongo, Isaac Kassajiav et Jacques Safro, sans oublier celui qui est devant moi, Alain Manikakaïlou. Au nom de toute cette équipe et au nom de l'archibishop Paul Moua, celui qui nous a donné le moyen matériel pour qu'on arrive jusque chez vous, nous disons sincèrement merci. Et si vous avez aimé cette émission, eh bien restez scotchés. Le mardi à 17 h, ça sera rediffusé. Et si vous êtes internaute, à partir de mardi, tapez tout simplement émission Opinion Wantanchi sur YouTube. Vous allez suivre en intégralité cette émission. D'ici là, mesdames, messieurs, j'ai été très ravi et à très bientôt sur nos antennes. Au revoir.